Le regard de Simone de Beauvoir sur les autres écrivains, ses contemporains. Ses contemporains philosophes. Simone Weil est reçue première au concours d'entrée à Normal Sup, quand Simone de Beauvoir est deuxième. Elle était professeure au Puy, dit-elle. On racontait qu'elle habitait dans une auberge de roulier et que le premier jour du mois, elle déposait sur la table le montant de son traitement. Chacun pouvait se servir. Son intelligence, son ascétisme, son extrémisme, son courage m'inspiraient de l'admiration. Raymond Aron est un brillant candidat à l'agrégation de philosophie. Lagache se destine à la psychiatrie. Sartre a échoué à l'écrit de l'agrégation la première année, mais il dispense généreusement ses connaissances à ses petits amis étudiants, Nizan, Herbaut, c'est-à-dire René Maheu, et Simone de Beauvoir, qu'il estime alors, je cite, un merveilleux entraîneur intellectuel. Lorsqu'elle effectue son stage après sa réussite à l'agrégation, elle a pour camarades Merleau-Ponty et Lévi-Strauss. Jean Hippolyte la félicite sans arrière-pensée pour un exposé sur Platon, puisqu'elle est une fille, note-t-elle malicieusement, et qu'elle ne risque donc pas de lui faire de l'ombre, les filles étant classées en surnombre au concours de l'agrégation. Breillet, Brunswick sont ses professeurs de philosophie à la Sorbonne. Politzer débat avec Sartre des implications de, je cite, sa qualité de petit bourgeois. La belle chevelure rose de Politzer flambait, écrit-elle, il parlait avec abondance. Elle commente abondamment les ouvrages philosophiques qui paraissent à cette époque, comme pour témoigner de l'effervescence de la vie intellectuelle de sa jeunesse étudiante et pour garder des traces, des influences sur la formation de sa pensée. C'est donc la traduction du journal d'un séducteur de Kierkegaard, de Ma vie de Trotsky, d'Empédocle de Hölderlin. C'est aussi le malheur de la conscience de Jean Val. Was ist métaphysique d'Heidegger. Nous n'en vîmes pas l'intérêt car nous n'y comprîmes rien, ajoute-t-elle avec humour et distance. Elle lit aussi Fascisme et grand capitalisme de Guérin. Une boulimique de lecture. Les autres écrivains évoqués dans ses mémoires. C'est une véritable encyclopédie de la littérature vivante que Simone de Beauvoir dresse dans son œuvre. On peut y découvrir, au fil des pages, le recensement des auteurs qu'elle a lus et étudiés. C'est une véritable boulimique de lecture. J'absorbais, écrit-elle, et il faut le prendre au sens fort, Whiteman, Blake, Yeats, Synge, Sean O'Casey, tous les Virginia Woolf, des tonnes d'Henry James, George Moore, Swinburne, Swinnerton, Rebecca West, Sinclair Lewis, Dreiser, Sherwood Anderson, toutes les traductions publiées dans la collection des Feux croisés, Dorothy Richardson. Je lus Alexandre Dumas, les œuvres de Népomucène Lemercier, de Baour-Lormian, les romans de Gobineau, tout restif de la Bretonne, les lettres de Diderot à Sophie Volant, et aussi Hoffmann, Sudermann, Kellermann, Pio Baroja, Panaïti Strati, Catherine Emmerich, Saint-Angèle de Foligno, Le Capital. Plus intéressant encore, les écrivains contemporains, français et étrangers qu'elle découvre. Ainsi, la jeune génération française de son époque, Barrès, Gide, Valéry, Claudel, qui remettent en question la société, mais sans vouloir la bousculer, et qui se penchent sur leurs états d'âme. Plus tard, en 1931, jeune professeure, elle se targue d'enseigner Proust et Gide à ses lycéennes à Marseille, ce qui constitue à ses propres yeux, je cite, une grande hardiesse. De même, ce traité de Dumas qui évoque non seulement la douleur, mais aussi le plaisir, et qui lui vaut d'être convoquée chez la directrice de son lycée. Elle lit Breton, l'Immaculée Conception, Michaud, Un certain Plume, Silone, Fontamara, Moravia, Les Indifférents, Font Salomon, La Ville, Marcel Aimé, La Jument Verte, Céline, Voyage au bout de la nuit, et Mort à crédit, dont l'invention d'une écriture aussi vivante que la parole devait influencer Sartre durablement. Elle écrit « Sartre en prit de la graine, il abandonna définitivement le langage gourmet dont il avait encore usé dans la légende de la vérité. » De la condition humaine de Malraux, elle estime avec Sartre, je cite, « l'ambition plutôt que l'exécution,
la technique littéraire leur paraissant moins élaborée que celle des grands romanciers américains de la même époque. Mais pour elle, Le temps du mépris est le plus mauvais de ses ouvrages. Nizan prétend avoir pris Brice Parrain comme modèle de son héros dans Le Cheval de Troie, alors que Sartre y voit une ressemblance avec lui-même. Citation, professeur en province, anarchiste, mais qui sombre dans le fascisme. Nizan est très proche du couple Sartre et Beauvoir. Les liens d'amitié qui les rapprochent sont évoqués à plusieurs reprises, et Simone de Beauvoir défendra son image lorsqu'il sera attaqué après sa mort. Au-delà de leur amitié, c'est aussi l'œuvre de Nizan qu'elle défend. Elle commente la parution de Aden Arabi en citant avec admiration sa première phrase « J'avais 20 ans, je ne laisserai dire à personne que c'est le plus bel âge de la vie. » Puis elle relativise la portée de ce roman qui paraît plus brillant que profond. Elle évoque aussi son premier roman, publié en 1933, Antoine Bloyer, que la critique avait bien accueilli, et croque son portrait en action lors d'un meeting communiste. Citation, « Il était vêtu avec une désinvolture étudiée et portait, accroché à son bras, un superbe parapluie tout neuf. Je me le suis acheté sur mes frais de voyage, nous dit-il. Il aimait se faire des cadeaux. » Il parle du congrès des écrivains révolutionnaires, en rongeant ses ongles d'un air complaisant, dit-elle, et dépeint le luxe des banquets avec une voix négligente. Son ton familier, presque confidentiel, rend sa conversation séduisante et charme le couple Sartre-Beauvoir. Obsédé par l'idée de la mort, Nizan calme ses angoisses dans le vin rouge. Simone de Beauvoir relate encore la dernière entrevue avec Nizan, prête à embarquer pour la Corse avec toute sa famille, un signe en caoutchouc sous le bras. Citation, « Nous nous souhaitâmes de pacifiques et heureuses vacances, et il nous quitta son signe sous le bras pour toujours. » La mort de Nizan, dont elle apprend qu'il a été tué sans en connaître les conditions exactes, tandis que sa femme et ses enfants ont pu rejoindre l'Amérique, la révolte. Fauché en pleine gloire, il venait d'écrire son meilleur livre, La Conspiration, alors qu'il se remettait en question. C'était trop injuste. De plus, elle s'indigne qu'on est en train de lui voler aussi son passé. Pagnès, Pierre Guil, est également de leurs proches. Il a passé l'agrégation de lettres et Sartre apprécie beaucoup sa compagnie. C'est lui qui lui présentera Madame le maire, Madame Morel, avec qui ils entretiendront une longue relation. Colette Audry est une de ses collègues lorsqu'elle enseigne à Rouen. Elle lui a été présentée par Nizan, communiste comme elle. Paul Gut n'a pas ses faveurs. Elle le méprise et fait de lui un portrait peu flatteur. De Saint-Exupéry, elle retient Vol de nuit et Terre des hommes, que Sartre rapproche de la philosophie de Heidegger, alors que Pilote de guerre est critiqué pour son humanisme équivoque et ses longues digressions. Elle estime le journal d'un curé de campagne de Bernanos pour sa virtuosité, sa simplicité. Elle lit encore Queneau les derniers jours, et c'est par les yeux de Sartre qu'elle fait les portraits de Jules Romain et de Poulan. Camus tient une place à part dans les mémoires de Simone de Beauvoir, non seulement en vertu des rapports singuliers, complexes, voire contradictoires qu'il a noués avec les deux existentialistes, mais aussi en raison de sa personnalité unique et de son talent incommensurable. La parution de L'Étranger attire l'attention du couple d'écrivains philosophes. Elle écrit « Le ton du récit, l'attitude de l'étranger, son refus des conventions sentimentales nous plaisaient. Dans son étude, Sartre ne loua pas le roman sans réserve, mais il lui accordait beaucoup d'importance. Il y avait longtemps qu'aucun nouvel auteur français ne nous avait si vivement touchés. » La première rencontre entre Camus et Simone de Beauvoir a lieu au Flore avec Sartre, et les trois auteurs se découvrent des points communs. L'admiration partagée pour le parti pris des choses de Ponge et un vif intérêt pour le théâtre. Sartre propose à Camus de monter sa pièce du moment et d'y tenir le rôle du héros, ce qu'il accepte. À ce moment-là, c'est le charme de ce nouveau venu en littérature qui touche Simone de Beauvoir et elle en dresse le portrait en acte le plus vivant qu'on puisse faire. Je cite, « Il venait d'arriver à Paris, il avait quelques années de moins que moi, sa jeunesse, son indépendance le rapprochaient de nous, il avait d'importantes responsabilités dans le mouvement combat. Il accueillait de bon appétit le succès, la notoriété, et il ne s'en cachait pas.
Un air blasé aurait eu moins de naturel. Il laissait percer de temps en temps un petit côté Rastignac, mais il ne semblait pas se prendre au sérieux. Il était simple et il était gai. Sa bonne humeur ne dédaignait pas les plaisanteries faciles. Un charme dû à un heureux dosage de nonchalance et d'ardeur l'assurait contre la vulgarité. Ce qui me plaisait surtout en lui, c'est qu'il sut sourire avec détachement des choses et des gens, tout en se donnant intensément à ses entreprises, à ses plaisirs, à ses amitiés. Fin de citation. Michel Leiris est l'un des intellectuels qui aura beaucoup d'influence sur l'œuvre de Simone de Beauvoir. Elle loue ses deux livres, L'Afrique fantôme et L'âge d'homme, pour leur sincérité pointilleuse, dit-elle, l'éclat d'un style à la fois lyrique et distant. Elle relate aussi sa première rencontre avec l'ethnologue chez lui, à Paris, et le peint brièvement. Le crâne rasé, strictement vêtu, les gestes guindés, avant de décrire l'univers tout artistique dans lequel il évolue. L'appartement, bourgeoisement meublé, regorgeait de livres et de tableaux modernes, des Picasso, des Masson, des Miro, de très beaux Rouen gris. Les chaises du bureau étaient recouvertes de tapisseries exécutées d'après des cartons de Rouen gris. Puis c'est l'inventaire de l'univers relationnel des Leiris, Giacometti, les surréalistes, Queneau. Évoquant ces fantasques manifestations surréalistes, le crâne peint de paysages, le visage poudré à blanc, des provocations, dont il ne comprend pas les effets agressifs, il se retrouvera d'ailleurs à l'hôpital pour avoir crié « Vive l'Allemagne » en pleine guerre, elle conclut sur la personnalité hors norme de l'écrivain. Citation, « Un mélange de masochisme, d'extrémisme et d'idéalisme. » Fin de citation. La rencontre avec Queneau, ami de Leiris, se fait au Flore. Il y est question de son roman « Les enfants du limon », qui résultait d'un intérêt de l'écrivain pour, dit-elle, les illuminés qui s'étaient consumés à chercher la quadrature du cercle et le mouvement perpétuel. Dans le portrait qu'elle trace de cet original contemporain, elle retient sa formation de mathématicien. Il lisait couramment Bourbaki, écrit-elle, et son érudition tout empreinte de modestie, qu'il n'étalait jamais, dit-elle encore, mais qu'il monnayait en anecdotes, en rapprochements, en aperçus. C'est un homme gai qui s'amusait de tout ce qu'on lui disait, et davantage encore de tout ce qu'il disait. Ses yeux pétillaient derrière ses lunettes, et il éclatait d'un rire dont, réflexion faite, le sens était souvent incertain, mais l'allégresse en tout cas contagieuse. Fin de citation. De son roman Pierrot, mon ami, elle n'apprécie guère les drôleries, trop étudiées pour elle. Blanchot, avec Aminadab, paraît pasticher Kafka. Bachelard, dans L'eau et les rêves, applique de façon nouvelle et originale les méthodes de la psychanalyse existentielle. Jean Genet fait aussi partie de ce panorama des écrivains des années 40. Découvert par Cocteau, qui le considérait comme le plus grand écrivain de son époque, il a été condamné de nombreuses fois pour vol, lorsque Cocteau le défend devant le tribunal correctionnel où il comparaît en 1943. Voici le portrait de lui qu'en fait à Simone de Beauvoir, la femme de l'éditeur Barbeza. Il avait été recueilli à sa naissance par l'assistance publique et placé chez des paysans. La majeure partie de son enfance s'était passée dans des maisons de correction. Il avait beaucoup volé et cambriolé à travers le monde et il était pédéraste. En prison, il avait lu. Il avait composé des vers, puis écrit un livre. Olga Barbeza disait de lui monts et merveilles. Fin de citation. Simone de Beauvoir est méfiante, se défiant également de Madame Barbeza et de Cocteau, qu'elle soupçonne de faire de la surenchère. Ce sont ses mots. Mais son goût sûr lui fait reconnaître la justesse des jugements précédents. Elle écrit « Lorsque parut dans l'Arbalète le début de Notre-Dame des Fleurs, nous fûmes saisis. Genet avait visiblement subi les influences de Proust, de Cocteau, de Jouhandeau, mais il avait une voix à lui inimitable. Cocteau avait vu juste, un grand écrivain venait d'apparaître. » Fin de citation. Le portrait de Genet démarre avec une rencontre brutale, directe, au café de Flore. Elle écrit « Comme je me trouvais au Flore avec Sartre et Camus, il s'approcha de notre table. « C'est vous, Sartre » demanda-t-il brusquement. Le cheveu ras, les lèvres serrées, le regard méfiant et presque agressif. Nous lui trouvâmes l'air d'un dur.
De la dureté, il en avait, mais ses yeux savaient sourire, et sur sa bouche s'attardait l'étonnement de l'enfance. Autodidacte. Dans ses goûts, dans ses jugements, il avait l'audace, la partialité, la désinvolture des gens pour qui la culture va de soi, et un remarquable discernement. En fait, il savait très bien regarder, une des intelligences les plus aiguës que j'ai connues. Son paradoxe, c'est que buter dans des attitudes donc peu ouvertes, c'était pourtant un esprit entièrement libre. Cocteau fait aussi l'objet d'une longue présentation dans ses mémoires. La première rencontre avec le poète se situe au bar de l'hôtel Saint-Yves, rue Jacob, où Cocteau a donné rendez-vous à Sartre et à Camus. Simone de Beauvoir les accompagne. Elle écrit « Cocteau ressemblait à ces images. Sa volubilité me donna le vertige. Comme Picasso, il monologuait, mais lui, la parole était son langage, et il en usait avec une virtuosité d'acrobate. Il était très soucieux de lui-même, mais ce narcissisme n'avait rien d'étriqué et ne le coupait pas d'autrui. Il disait que le poète doit se garder du siècle, rester indifférent aux folies de la guerre et de la politique. Nous n'étions pas du tout d'accord, mais nous avions de la sympathie pour lui, nous goûtions sa présence insolite dans cette nuit balafrée de rayons verts espérance. Georges Bataille, rencontré aussi, comme ça Lacrouche et les Léris, est l'auteur de l'expérience intérieure qui l'irrite et la touche à la fois. Nathalie Sarraute avait envoyé à Sartre ses tropismes, et c'est ainsi qu'elle fit connaissance des deux existentialistes en 1941. Simone de Beauvoir l'a décrite ainsi. Hostile à tout essentialisme, elle ne croyait pas au caractère tranché, ni aux sentiments définis, ni à aucune notion toute faite. C'est à Simone de Beauvoir que Violette le Duc doit sa notoriété. Son premier texte, L'Asphyxie, l'a fait remarquer dans le petit monde littéraire parisien. Genet, Jouandeau, Colette Audry, Nathalie Sarraute. Simone de Beauvoir rencontre Boris Vian par l'intermédiaire de Raymond Queneau, au bar du Pont-Royal. Elle le présente comme un ingénieur de formation qui écrit et joue de la trompette et qui anime aussi, je cite, le mouvement Zazou qu'avait engendré la guerre et la collaboration. Leurs riches parents séjournant la plupart du temps à Vichy, des fils et des filles de famille organisaient dans les appartements abandonnés des parties terribles. Ils vidaient les caves et brisaient les meubles, imitant les saccages guerriers. Ils trafiquaient au marché noir. Anarchistes, apolitiques, contre leurs parents pétinistes, ils affichaient une anglophilie provocante. Ils imitaient l'élégance gourmet, l'accent, les manières des snobs anglais. Fin de citation. Peu soucieux de l'Amérique à l'origine, c'est par le jazz dont ils étaient fanatiques qu'ils se rapprochèrent des GI à la libération de Paris. L'orchestre de Vian fut engagé, écrit-elle, par le French Welcome Committee, le jour même de l'entrée des GI à Paris, et rattaché au Special Service Show. Ainsi s'explique la tenue qui fut pendant 3 ans celle des ex-Zazou. Ils s'habillaient avec des surplus américains, blue jeans et chemises à carreaux. Ils se réunissaient avenue Rapp dans le quartier des Champs-Élysées et aussi au Champeau, au coin de la rue Champollion, qui était alors un dancing. Une poignée d'entre eux aimaient, outre le jazz, Kafka, Sartre, les romans américains. Pendant la guerre, ils fouinaient dans les boîtes des quais et ils triomphaient quand ils dénichaient les œuvres interdites de Faulkner ou d'Hemingway. Pour lire, pour discuter, ils venaient à Saint-Germain-des-Prés. Fin de citation. Le portrait qu'elle fait de Boris Vian est tout en contraste. Négatif d'abord, je trouvais qu'il s'écoutait et qu'il cultivait trop complaisamment le paradoxe. Il devient plus nuancé et plus élogieux à la faveur de confidences faites autour d'un café. Citation. Jusqu'à l'aube, nous avons parlé de son roman, du jazz, de la littérature, de son métier d'ingénieur. Je ne découvrais plus rien d'affecté dans ce long visage lisse et blanc, mais une extrême gentillesse et une espèce de candeur têtue. Vian mettait autant de feu à détester les affreux qu'à aimer ceux qu'il aimait. Il jouait de la trompette, bien que son cœur le lui interdit. Nous parlions, et l'aube arriva trop vite. J'accordais le plus haut prix quand il m'était donné de les cueillir à ces moments fugaces d'amitié éternelle. Les manifestations littéraires. Dans la relation de ces mondanités bien parisiennes,
Simone de Beauvoir fait entrevoir le tissu d'une certaine époque sans en cacher les travers, les compromissions ou facilités. Ainsi, de ce prix de la Pléiade, nouvellement créé en 1944 par Gaston Gallimard pour couronner un manuscrit inédit, et attribué à Mouloudji par un jury composé de Sartre, Camus, Éluard, Paulan, Malraux, Blanchot, Queneau, Arlan, Tual. Les amis du lauréat, qui vit alors dans une misère extrême, organisent un repas en son honneur, auquel Sartre et Simone de Beauvoir sont invités. Boubal, le patron du Flore, est scandalisé. Citation. 100 000 francs pour écrire des conneries pareilles, 100 000 francs pour raconter qu'on a couché avec sa mère. Fin de citation. Le misérabilisme, dit-elle, des récits de Mouloudji est évoqué avec une réserve concernant l'accueil favorable des critiques. La lecture publique de la pièce de Picasso, Le désir attrapé par la queue, à la même époque, est d'une autre tenue. Proposée par Léris, elle rassemble Camus, qui, citation, décrivait les décors et présentait les personnages, et dirigeait aussi les interprètes. Léris lui-même, Sartre, Dora Maar, Simone de Beauvoir, entre autres. Citation. La lecture eut lieu vers 7 heures du soir dans le salon des Léris. Nous étions groupés le dos à la fenêtre, face à l'assistance, qui nous écouta et nous applaudit religieusement. Pour Sartre, pour Camus, pour moi, il ne s'agissait que d'une amusette, et dans ce milieu, on prenait très au sérieux, du moins en apparence, tous les faits et gestes de Picasso. Il était présent, et chacun le congratula. Je reconnus Barrault, on me désigna le beau visage de Braque. Fin de citation. Le repas qui suit, concocté par la femme de Léris, est agrémenté de la contribution de milliardaires argentins, écrit-elle, qui faisaient décorer leur appartement par les plus grands artistes de Paris et pour qui Picasso avait peint une porte. C'est là que Simone de Beauvoir rencontre pour la première fois les Salacrou, Lucienne et Armand, Georges Bataille, Georges Limbourg, Sylvia Bataille, Lacan. Après le repas, une petite fête est organisée malgré le couvre-feu. Chansons, lectures, disques de jazz meublent la nuit comme un défi aux occupants. Citation. Paris était un vaste stalag. Boire et causer ensemble au cœur des ténèbres, c'était un plaisir si furtif qu'il nous paraissait illicite. Il participait de la grâce des bonheurs clandestins. Les écrivains étrangers. Les écrivains russes en 1928. L'éclectisme culturel de Simone de Beauvoir se manifeste dans ses goûts pour les écrivains étrangers, auxquels elle fait référence au fil des pages de ses mémoires. En 1928, par exemple, c'est la littérature russe qui a ses faveurs. Le livre de Zamiatin, Nous autres, lui apparaît comme une œuvre équivoque qui ne laisse aucun espoir, mais qui prouve que l'individualisme peut survivre en URSS. Babel, dans Cavalerie rouge, présente sous forme de tableau les horreurs de la guerre. Elle cite aussi Ehrenburg, auteur de Rapace, et Pilniak pour La Volga se jette dans la Baltique. Les écrivains allemands. Elle poursuit son panorama de la littérature étrangère par les écrivains allemands Wassermann, L'affaire Mauritius, Döblin, Berlin, Alexanderplatz, Hermann Sudermann, Frau Sorge, Leonhard Frank, Karl und Anna, Rauschning, Hitler m'a dit, La révolution du nihilisme. Les écrivains américains. Elle a beaucoup d'admiration pour les grands écrivains américains et célèbre les romans de Dos Passos, 42e parallèle, d'Hemingway, 50 000 $, et Le soleil se lève aussi, dont elle reconnaît l'influence dans ses propres romans et dans ceux de Sartre. De Faulkner, elle retient la technique de la pluralité des points de vue et l'atmosphère trouble de ses romans, qui donnent du relief aux événements et aux personnages, sans nuire au mystère. Tandis que J'agonise relève par certains côtés du surréalisme, remarque-t-elle, et Sanctuaire révèle l'âme trouble des individus derrière le masque social. Lumière d'août est une œuvre exemplaire. Ce sont ses mots. Les écrivains tchèques. Kafka, avec la métamorphose, puis avec le procès, soulève son enthousiasme. Citation. Pour nous, le procès était un des livres les plus rares, les plus beaux que nous ayons lus depuis longtemps. Nous comprîmes tout de suite qu'il ne fallait pas le réduire à une allégorie, ni chercher à travers quel symbole l'interpréter, mais qu'il exprimait une vision totalitaire du monde. Kafka contestait le rapport global de l'homme au monde,
Il en proposait une image fantastique et insupportable, simplement en nous le montrant à l'envers. Le château est encore plus extraordinaire que le procès, s'exclame-t-elle encore. Les écrivains anglais. Après les romanciers américains, ce sont les écrivains anglais qui sont célébrés dans son œuvre. Lawrence suscite des commentaires ambivalents de sa part, allant de l'intérêt au mépris pour ses démonstrations érotiques, dit-elle. Elle lit et fait découvrir à ses lecteurs les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, les Contes de bonne femme de Bennett, Sarn de Mary Webb, Contrepoint de Huxley, un cyclone à la Jamaïque de Richard Hughes et encore Catherine Mansfield, ses nouvelles, son journal et ses lettres. Scott, le portrait de Zélide, Lytton Strachey pour Victoriens éminents. Virginia Woolf, qu'elle évoque dans La force de l'âge, veut réduire la distance qui sépare la vie de la littérature, dit-elle, mais elle n'y parvient pas dans Mrs. Dalloway, ce qui fait dire à Sartre qu'il ne faut pas chercher à abolir cette distance, mais en jouer, et que c'est justement là que réside l'essence de la littérature.